Ce soir, le ministre de la Justice était ce vendredi devant la presse. À l'ordre, le ministre Sako déplore la réaction de certains acteurs politiques sur le rôle des magistrats dans les CACV lors des élections locales du 4 février. Plus de 3 milliards de francs guinéens pour l'achat des équipements de production de l'eau potable. C'est un geste du gouvernement japonais à la Société des eaux de Guinée pour ainsi améliorer la fourniture de l'eau en qualité et en quantité. Enfin, nous irons à Dalaba, appeler aussi la Suisse d'Afrique pour découvrir certaines de ses merveilles. La Villa City, la Casa Pala, pour ne citer que celle-là, des sites que le département du tourisme entend rendre plus opérationnels. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Guinée Info. Le garde des Sceaux était ce vendredi face à la presse. Le ministre Sako tente d'expliquer aux hommes de médias le rôle des magistrats dans les CACV lors des dernières élections locales. Il rejette les accusations portées contre l'institution qui fait l'objet d'attaques de la part de certaines formations politiques. On fait le point tout de suite avec Tierno Younoussaba. Depuis la publication des résultats des élections locales, le travail des magistrats dans les commissions administratives de centralisation des votes est mis en cause. L'opposition accuse des magistrats de trancher en faveur du parti au pouvoir. Ce discrédit porté sur l'institution judiciaire interpelle le ministre de la Justice. En conférence de presse, Maître Cheikh Sako et plusieurs hauts magistrats du pays rejettent ce qu'ils appellent des allégations à l'encontre des hommes de droit. Il y a eu des attaques très dures contre la magistrature, contre la justice et contre individuellement certains magistrats. Donc on a apporté des éléments à tout ça, notamment les attaques de certains hommes politiques dont je m'inscris en faux concernant les magistrats. Si les magistrats font des fautes individuellement, il y a un organe disciplinaire pour cela. Je l'ai annoncé solennellement pour que M. Fayami Imono s'apprête à aller s'expliquer devant les tribunaux sur le propos qu'il a tenu contre la justice et contre les magistrats. Je vais faire l'opposition parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est regrettable, c'est un homme qui est mesuré, mais c'est regrettable les propos qu'il a tenus sur les magistrats. Dans les débats, la question d'un éventuel réexamen des résultats des communales par la Commission électorale nationale indépendante est évoquée. Là-dessus, le garde des Sceaux se prononce. Toutes les contestations sur lesquelles les magistrats ont statué, on ne peut pas revenir là-dessus. C'est dans la loi. C'est-à-dire que les décisions de la justice ne peuvent pas faire l'objet d'un recours, d'un appel. Les violences post-électorales ont fait de nombreuses victimes. Le cas Kalinko dans la préfecture de Dingiraï, où 4 adolescents ont péri dans un incendie, est cité en exemple. Cette procédure et d'autres sont en voie d'examen. J'ai donné des instructions au parquet général de Conakry et au parquet général de Kankan pour engager des poursuites contre toutes les formes de violence post-électorale. Le cas de Kalenko est vraiment significatif. Donc, pour votre information, un pool de 3 magistrats instructeurs a été constitué à Farana qui ont commencé déjà à travailler sur ce dossier. Et j'ai appris aujourd'hui que dès lundi, ils vont se rendre dans la sous-préfecture pour auditionner un certain nombre de personnes. Donc, comme c'est une affaire criminelle, donc l'affaire sera jugée à Farana. Au terme de la rencontre, le ministre Sako rassure de la volonté des cours et tribunaux de dire le droit en faveur des justiciables. Les femmes de Guinée s'impliquent dans la paix et la cohésion sociale. Elles étaient hier à la mosquée Faisal pour interpeller les acteurs de la société guinéenne à privilégier la patrie vêtue en blanc, symbole de la pureté. Ces femmes ont organisé une lecture du Saint-Coran en faveur du vivre ensemble en Guinée. Mamadi Ternaka Misoko. Les femmes de Guinée sont préoccupées par la recrudescence des crises sociales et politiques dans le pays. Le débrayage dans le système éducatif depuis près de 3 semaines, doublé des mouvements liés aux résultats des élections communales, sont, selon ces gardiennes de la paix, une entrave au développement et au vivre ensemble. À l'intention des principaux acteurs de ces différentes crises, que sont pouvoir, opposition et syndicats, des doléances sont formulées en vue d'un retour rapide à la normale. Le gouvernement aujourd'hui, c'est le symbole de la nation. On est derrière le gouvernement. Ce sont nos représentants. C'est le gouvernement qui doit écouter les leaders syndicaux pour qu'ils s'entendent, écouter les leaders politiques pour qu'il y ait entente et la paix en Guinée. Envers les politiciens,
On se bat quand on est en compétition. Après la compétition, on accepte les résultats des urnes. S'il y a des problèmes, on suit les textes de loi. Aux leaders syndicaux, moi-même je suis syndicaliste et je suis aussi enseignante. Les syndicats réclament leurs droits, leurs dûs, mais autour de la table. Ces dames préfèrent une lecture du Saint-Coran qui vise à rapprocher les positions. Venues des organisations féminines et de l'administration publique, ces femmes se donnent la main pour se faire entendre désormais. Donc aujourd'hui, nous sommes retrouvés ici, pas pour prendre la part du gouvernement, pas prendre la part du syndicat ou bien les opposants. Nous sommes là, c'est pour tout le monde, puisque s'il y a la paix dans un pays, c'est d'abord les femmes qui en bénéficient. La paix est importante dans la vie de tout le monde. Aujourd'hui, nous vivons sans distinction de race, de sexe ni de religion. Et nous voulons que cet acte-là continue. Aujourd'hui, l'ouverture d'un cadre de dialogue entre pouvoir et syndicats grâce à l'implication du président de la République est perçue par ces Guinéennes comme un important pas vers le retour des élèves dans les salles de classe. Après la région de l'Abbé, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du territoire Etta Mamoun, Dr Ibrahima Kourouma, dénonce l'implication de ces cadres dans le bradage des domaines publics dans cette région. L'État possède 198 hectares de terre qui serviront de domaine public. Saint-Martin, Fancinadouno, Sadoubari. À Mamou, les débats sur le foncier sont publics. Le ministre de la Ville et de l'Aménagement du territoire et les acteurs associés à la gestion de la terre échangent sur les problèmes qui entravent l'application des outils de planification urbaine. Le manque de mécanismes de vulgarisation des différents codes de construction, d'urbanisme et foncier par les cadres techniques du secteur est dénoncé. Et le ministre de tutelle durcit le ton. Ce désordre qu'il y a au niveau du cadastre, ces difficultés que nous avons au niveau que la population a en ce qui concerne les problèmes domaniaux, nous, cadres du ministère de la Ville et de l'Aménagement du territoire, nous sommes les premiers responsables. Je m'interroge très souvent quand on dit qu'on a un déficit de personnel. Regardez, sur 36 personnes, plus de la moitié sont des bénévoles. C'est eux que vous envoyez pour faire en sorte que ce qui appartient à l'État soit bradé. Je suis sûr que si on veut envoyer des fonctionnaires, vous allez refuser. Je suis très heureux d'entendre un ministre qui a le courage de dire à son département que tel va, d'accord, ils ont dit ça va, mais ce qui ne va pas, ils ne l'ont pas dit. Et le ministre a dénoncé ce qui ne va pas. Avec une forte concentration de la population à Mamou, les problèmes domaniaux sont récurrents dans les différentes juridictions de la région. Par exemple, sur 100 dossiers, 80 au moins sont liés à la gestion de la terre. C'est un constat des autorités administratives. Le ministre a un langage très direct. Il a abordé les problèmes avec franchise et honnêteté. Je crois que les fonctionnaires vont penser longuement avant maintenant de prendre une décision pour l'attribution d'un terrain ou autre. La région administrative de Mamou, elle aussi, a donné 198 hectares au ministère de la Ville et de l'Aménagement du territoire pour servir désormais des domaines publics. Ici, comme ailleurs, le gouvernement, à travers le ministre, Dr Ibrahima Kourouma, souhaite bénéficier des communautés d'énormes superficies de terre afin de permettre aux partenaires immobiliers de l'État d'investir dans la réalisation de logements sociaux. Vers la modernisation de l'administration fiscale, la Direction nationale des impôts outille ses agents sur les techniques de recensement des immeubles. La DENI entend rendre plus effective la taxe sur l'immobilier en Guinée. Explication Algassimouba. À Conakry, les immeubles poussent comme des champignons. Par rapport à cette situation, quelle est la contrepartie de l'État en termes de recettes? Pour rendre ces constructions financièrement rentables pour l'État, ces cadres de l'administration fiscale et de la société civile s'approprient des techniques de recensement des bâtiments. Une procédure qui va permettre de faciliter le travail des agents sur le terrain. En matière de fiscalité immobilière,
pour avoir une bonne recette, il faut faire une bonne identification, donc un bon recensement. Parce qu'au cours du recensement, les cadres en charge ont l'obligation non seulement d'identifier les immeubles, d'identifier les occupants des immeubles, d'identifier les montants qui sont payés aux propriétaires afin que nous puissions asseoir réellement l'impôt que chaque citoyen ayant en possession un immeuble puisse payer. Au total, 125 agents, dont 25 de la société civile, bénéficient de cette formation. La participation de la société civile à cette formation est une façon d'apporter un appui à l'administration fiscale en matière d'identification des propriétaires d'immeubles et de transparence dans la collecte des fonds. Notre présence lors de l'enquête du recensement, c'est apporter plus de transparence et assister les agents techniques dans leur travail, afin que ni les agents ni les citoyens ne soient blessés dans leur dignité, bien sûr. Pour nous, c'est indispensable que cette société civile soit associée à ces opérations pour permettre de donner un cutus à notre système, à notre administration qui, aujourd'hui, doit démontrer sa volonté de transparence, sa volonté d'ouverture, mais aussi sa volonté de contribuer efficacement et de manière sécurisée à la mobilisation des recettes fiscales en Guinée. La formation de ces différents cadres sur le recensement des immeubles s'inscrit dans la dynamique de la modernisation de l'administration fiscale. Les recettes issues du recensement des immeubles constituent un impôt partagé. 65% pour les différentes collectivités et 35% devant revenir au budget de l'État. Le gouvernement japonais offre des équipements de production de l'eau potable à la Société des eaux de Guinée. C'est dans le cadre du renforcement des capacités de la guinéenne de l'eau dans la fourniture en qualité et en quantité aux populations locales. Plus de 3 milliards de francs guinéens ont été investis par le Japon pour l'achat de ces équipements. Nabi Kamara. L'appui du Japon aux efforts de la SEG pour fournir de l'eau potable aux populations de Conakry porte cette fois-ci sur 2 électropompes, un groupe électrogène de 650 kVA, 2 véhicules 4x4 et un camion atelier équipé de matériel nécessaire pour effectuer des réparations importantes et urgentes. Pour que la SEG puisse bien assurer la fourniture de eau, il faut que les consommateurs payent la facture correctement. Comme ça, les SEG pourraient assurer l'entretien, maintenance et le futur investissement qui puisse assurer l'élargissement du service partout dans la région de Conakry surtout. La cérémonie de remise de ces équipements constitue ainsi l'inauguration du projet d'amélioration des capacités de production d'eau potable à Conakry par les autorités de la SEG et l'ambassade du Japon en Guinée. Quand vous voyez la qualité de ces véhicules, surtout la qualité exceptionnelle de ce véhicule, de ce camion atelier, qui peut intervenir sur n'importe quel site, qui peut intervenir sur n'importe quel équipement, je pense qu'il y a lieu de remercier l'ambassadeur, de remercier le peuple japonais pour vraiment cet appui constant à la Guinée. Dans le cadre de l'amélioration de l'adduction d'eau potable dans notre capitale, la SEG a procédé à d'importants travaux de remplacement de la conduite d'eau principale sur financement du Japon. Lancement à Conakry de la licence appliquée aux technologies de l'information et de la communication pour l'éducation, en abrégé LATIS, un programme du ministère de l'Enseignement supérieur à travers le projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes. Et le sous-projet LATIS va s'étendre sur une durée de 36 mois. Mohamed Seyar Souma. Un nouveau programme en faveur des étudiants en génie informatique, télécommunications et MIAGE. Il est dénommé LATIS, licence appliquée aux technologies de l'information et de la communication pour l'éducation. L'objectif étant de former 200 étudiants et de certifier 2000 autres apprenants issus de 4 établissements d'enseignement supérieur, dont l'ISFAD. Le programme LATIS est une innovation de Bossège, booster les compétences pour l'employabilité des jeunes. C'est un projet de formation pour préparer une licence
de spécialistes en technologie de l'information, c'est-à-dire des spécialistes en Internet, en informatique, en modélisation pour la recherche via le numérique, en modélisation pédagogique via le numérique, pour pouvoir accompagner l'éducation, pour pouvoir accompagner les enseignants, pour pouvoir accompagner les chercheurs. Ils auront les compétences qu'il faut pour être embauchés dans le domaine de l'informatique, des télécoms et tout ce qui concerne l'économie numérique. Ensuite, au niveau du projet, on a aussi une composante qui aide les jeunes diplômés à avoir un stage ou bien une formation complémentaire ou faire de l'entrepreneuriat. Le programme Lattice repose sur la formation présentielle et la formation à distance, un système hybride qui tient compte des avancées technologiques avec l'installation progressive de la fibre optique à travers le pays. Il ne faut pas rater la nouvelle révolution industrielle, comme le dit très souvent le président de la République. Aujourd'hui, c'est une opportunité de renforcer la qualité de la formation et de s'ouvrir au monde et bénéficier des meilleures technologies possibles. Le programme Lattice va doter les étudiants bénéficiaires de la licence professionnelle Bac+4. Il est subventionné à hauteur de 400 000 $ américains par le Fonds compétitif pour les compétences et l'employabilité. La durée d'exécution est de 36 mois, allant de la période 2017 à 2020. Open Data, la thématique est nouvelle en Guinée, l'œuvre de l'association des blogueurs de Guinée. À travers cette initiative, la bloguerie veut permettre à chaque citoyen d'accéder aux données administratives plus pragmatiques, avoir une meilleure connaissance des activités de la vie nationale. Daouda Taban, Sila, Lansana Camara. Cette formation en faveur de la société civile et de l'administration publique appelée Open Data ou données ouvertes est de permettre à chaque citoyen d'avoir accès aux données ou informations lui permettant de connaître la gestion d'une organisation publique ou privée. Pour une meilleure gestion de la chose publique, un idéal que se fixe l'association guinéenne des blogueurs de Guinée, en abrégé Ablogui. Cette formation est organisée à l'intention des acteurs de la société civile, mais aussi les représentants des différents ministères qui font partie du comité interministériel pour l'adhésion de la Guinée au partenariat pour un gouvernement ouvert. Parce que la Guinée s'est engagée à adhérer à une organisation internationale qu'on appelle le partenariat pour un gouvernement ouvert. Et cette organisation promeut la transparence de l'action publique à travers le numérique. L'Open Data, c'est un large mouvement par lequel de très nombreux gouvernements mettent à disposition des citoyens et des citoyennes des données qui permettent de comprendre à la fois l'activité de l'État et l'état de la société de manière générale, et qui sont souvent en fait issus du fonctionnement même de l'État. C'est-à-dire que l'État met à disposition des citoyens et des citoyennes les outils, les mesures qu'il réalise lui-même pour comprendre comment fonctionne la société et pour la gouverner. C'est ça l'Open Data. Ces participants venus de la société civile, des médias et des départements ministériels seront de véritables acteurs auprès des gouvernants et des acteurs de la vie nationale afin de permettre une meilleure accessibilité aux données pour la promotion d'un gouvernement public. Ces 5 jours de formation nous ont permis vraiment de savoir qu'il est important pour le gouvernement de ne pas cacher des informations et de mettre tout à la place publique, parce que c'est là où ce gouvernement peut avoir l'adhésion du public, peut aussi avoir l'accompagnement. Au terme de ces 5 jours de formation, chaque participant a bénéficié d'un satisfecit, une sorte de passeport pour porter partout où besoin sera le message de l'Open Data ou la problématique des données ouvertes. À présent, la Guinée, en bref, l'Institut national de la statistique présente les résultats des comptes nationaux partenaires financiers, puis 2 groupes de bandits tombent dans les mains de la BAC 10. Cette première dans le football mondial, une agence est retenue en Guinée pour la vente des tickets lors de la Coupe du Monde 2018. Le condensé avec Younous Atawel Kamara. Suite à la publication des comptes nationaux définitifs de 2015 et provisoires de 2016 par l'Institut national de la statistique, l'heure est à la présentation de ces résultats aux partenaires financiers du pays, notamment le FMI, l'Union européenne et le PNUD, des données qui indiquent les résultats macroéconomiques de la Guinée. Le niveau de production, de consommation des biens et le produit interne brut du pays sont définis dans ce document. Les comptes nationaux sont l'ensemble d'activités, du résumé chiffré
des activités économiques au cours d'une année. Ça donne ici des agrégats dont vous êtes habitués plus généralement, tels que le produit intérieur brut qu'on appelle le PIB, l'exportation, l'importation, la consommation, les impôts et les taxes. Voilà les agrégats économiques qui se trouvent dans les comptes nationaux. Le ministère du Plan et de la Coopération internationale met à la disposition de ces différentes directions des engins roulants. L'initiative vise à faciliter la mobilité de ces agents sur le terrain, mais aussi contrôler la mise en œuvre et l'exécution des projets. Dans le processus de programmation budgétaire, on évalue les besoins, on fait une demande au niveau du ministère du Budget et on voit en arbitrant les ressources disponibles et ce qui est nécessaire de faire dans le département du point de vue travail, on essaie de trouver des solutions. On n'a pas eu tout ce qu'on a demandé, mais c'est une grande première parce que nous avons réussi à obtenir 7 véhicules en même temps. C'est une grande direction qui s'occupe de tout ce qui est financement de l'investissement en Guinée et donc ils travaillent non seulement au Conakry mais à l'intérieur du pays. Que nous voulons redynamiser pour pouvoir financer des projets dans les coins les plus reculés de la République. Après 7 ans de silence, l'artiste Tiranké Sidimé revient sur la scène musicale guinéenne avec son grand frère Mamadi Kapi Sidimé. Les œuvres à la Barika et Tounia seront présentées le 7 avril prochain au Palais du Peuple. C'est la maison de production Tira Tira International qui pilote le projet. Les responsables de cette structure rassurent et promettent du nouveau pour les fans. Je suis dans un bon pays qui est la Guinée. Alors pour remercier Dieu, l'album là je dis Dieu merci. Alors à la Barca ça veut dire Dieu merci parce que si Dieu te fait du bien, il faut le remercier. Même si ton prochain te fait du bien, il faut le remercier. Alors il ne faut pas attendre que quelqu'un meure pour dire qu'il est bien. Il faut toujours dire devant la personne si tu as fait du bien, qu'il est gentil, qu'il est bien. Alors c'est pour cela l'album c'est à la Barca, Dieu merci pour la Guinée. Dans moins de 100 jours, les yeux seront rivés sur la Russie pour vivre la plus grande fête du football au monde. Malgré la non-qualification de l'équipe nationale guinéenne pour cette compétition, les amoureux du Curon pourront toutefois faire le voyage en Russie s'ils le désirent. Retenu par la FIFA pour la vente des tickets dans 10 pays africains, l'agence de voyage guinéenne Mondial Tour explique les modalités d'accès. Il y a des Guinéens qui aiment le sport. Il y a des entreprises, on commence à être contactés par des entreprises en Guinée qui ont envie de faire des initiatives, de féliciter et d'encourager leurs meilleurs employés ou leurs meilleurs fournisseurs ou leurs meilleurs clients. Il y a toutes sortes de propositions que nous faisons pour que la Guinée, encore une fois, ne soit pas absente. 2 groupes de présumés bandits sont mis aux arrêts par la brigade anticriminalité. Le premier est accusé de vol à main armée à Conakry et à l'intérieur du pays. Le second est un jeune âgé de 18 ans, détenteur d'une arme blanche dans un quartier de la haute banlieue de Conakry. Ces 2 groupes sont tous accusés d'avoir mené de nombreuses opérations dans le pays. C'est parti pour la campagne Ose ta Guinée, une campagne des mois pour amener les jeunes à regarder leur pays avec fierté et espoir. Très encouragée par l'Union européenne et l'OIM, cette campagne s'inscrit dans le programme de lutte contre l'immigration clandestine. Elle met en relief une série de documentaires dénommés Welcome to Conakry, que nous vous invitons à découvrir avec Thiernos Mandialo. Le film dure 40 minutes et nous amène à la découverte de la capitale guinéenne, le combat de ses habitants pour changer son image et les multiples sites touristiques encore sous-exploités. Welcome to Conakry, c'est le potentiel socio-économique d'une ville en plein essor revisité à travers le regard de Aïcha Diaby, qui marque ainsi sa touche pour freiner les conséquences désastreuses de l'immigration clandestine.
Ce qui manque aussi aux jeunes, c'est que les jeunes n'y croient plus forcément en leur pays. Pour eux, il n'y a forcément rien en Guinée, ou on ne peut pas forcément réussir en Guinée, où ils ne connaissent pas forcément tous les potentiels socio-économiques qu'il y a. Donc je pense qu'à travers cette série documentaire qu'on nous a présentée, ça a dû réchauffer le cœur de beaucoup de jeunes Guinéens. Peut-être qu'ils repartent avec l'idée de dire « Ah tiens, j'ai eu une idée, il y a un jeune qui m'a inspiré quand je suis arrivée ici à cette campagne de sensibilisation. Je pense que je vais faire comme lui » et il va vouloir chercher l'information. Et nous, on serait là pour lui fournir cette information-là, justement. Une manière bien originale de marquer les esprits, rassurer les jeunes et dissuader ceux qui ambitionnent d'effectuer le trajet périlleux du Sahara ou de la Méditerranée. De quoi appuyer les efforts en matière de lutte contre l'immigration irrégulière en Guinée. La Guinée, comme je viens de dire, est un pays très important en matière de migration irrégulière. C'est un fait. L'OIM toutes nos actions, toutes nos interventions visent à réduire l'importance qu'a pris ce fléau en Guinée. Et ce que je peux vous dire, c'est que nous avons assisté beaucoup de Guinéens pour rentrer chez eux. Je pense que la tendance au départ a légèrement baissé. Et c'est à travers ce genre d'activité que l'on initiera un changement de comportement chez les jeunes Guinéens. Welcome to Conakry fait partie de la campagne Osta Guinée. Outre la projection de cette série, des astuces vont être partagées avec les jeunes pour les aider à développer l'entrepreneuriat et réussir les initiatives privées qu'ils développent. L'Union européenne est à côté des jeunes. Bientôt, on va lancer un grand programme qui s'appelle Integra. C'est un programme qui vise à créer des opportunités économiques pour les jeunes dans le pays, qui vise à organiser des formations, à développer des chaînes de valeur comme par exemple dans l'agriculture, les TIC. Après Kaloum, cette équipe se rendra dans les autres communes de Conakry à la rencontre des jeunes et cultiver en eux l'envie d'entreprendre chez eux et stimuler la confiance en soi et l'amour de la patrie. Je vous amène dans les contreforts du Fouta Djallon, plus précisément à Dalaba, avec ses sites touristiques à préserver et à valoriser les maisons du temps colonial comme la Villa Djanine ou Villa Sili et la Casa Palab sont des potentialités touristiques. Après rénovation, le département en charge du tourisme souhaite les rendre plus opérationnels. La Bausman, de retour de Dalaba. Dalaba, ce sont les sapins et le climat doux, mais aussi les maisons du temps colonial. Ici, c'est la Casa Palabre où se réunissaient les chefs de canton du Fouta Djallon. La décision de la Guinée d'aller à l'indépendance a été prise ici. À côté, c'est la Villa Janine, du nom de la fille du commandant de cercle d'alors, construite en 1936. Elle y passait ses vacances. D'autres hôtes de marque, comme le gouverneur général de l'AOF qui résidait à Dakar, y séjournaient aussi. Après rénovation, comme la nature a horreur du vide, ce potentiel touristique risque de se dégrader à nouveau. Nous pourrons rendre exploitables ces bâtiments qui ne doivent pas tomber en ruine tel que nous commençons à le constater maintenant. Il y a des termites qui montent un peu partout et qui attaquent les murs, qui attaquent les plafonds, ce qui va amener toutes les maisons dans une situation de dégradation. Là, c'est l'exploitation qui peut amener les corrections et amener le changement. Depuis qu'elles sont construites à la faveur de la fête tournante de l'indépendance célébrée à Mamou, ces cases n'ont pas été équipées. Parce que c'est inadmissible que les cases soient faites toutes prêtes et que ça reste fermé. Donc c'est un problème, mais c'est vraiment, comme vous l'avez dit, c'est un lieu touristique. Il y a non seulement la Villa Janine, il y a la Casa Palabre, nous avons visité aussi le campement de Tinka, il y a la case de Myriam Makeba. Tout ça, ça peut être une attraction, bien que ça soit une propriété privée, mais on va voir dans quelle mesure il faut remettre tout ça à flot pour que les touristes, parce que le climat se prête. Et puis bon, maintenant on commence à avoir des routes, j'espère que ça va continuer. Parmi les édifices du temps colonial encore opérationnels, l'hôtel du Fouta. Un patrimoine historique qui rappelle l'autre époque. Dans l'enceinte, cette véranda à l'ombre du prunier. L'arbre a l'air frais, humide et revigorant. À l'arrière-plan, une vue belle et lointaine sur les inégalités topographiques qui caractérisent le relief du Fouta Djallon.
La communauté chinoise vivant en Guinée a célébré hier avant de le couronnement du printemps ou la fête des lanternes. L'événement a mobilisé du monde, une occasion de rappeler les nouvelles dimensions de la coopération entre Conakry et Pékin. Diamokaba, Mohamed Mpati Kamara. En Guinée, la communauté chinoise compte plus de 10 000 personnes. La plupart évoluent dans les activités socio-économiques, notamment le commerce. Tout comme leurs compatriotes restés au pays, cette communauté entend marquer de son empreinte le couronnement du printemps, chinois encore appelé fête des lanternes. C'est aussi le temps des repas copieux, dégustés dans la communion et la fraternité à la hauteur des liens historiques unissant les peuples guinéens et chinois. Entre nos deux pays, nous avons une très bonne relation, une bonne coopération. Les ressortissants chinois sont comme le pont lié l'amitié entre nos deux peuples. Ils sont aussi contributeurs au développement de la coopération sino-guinéenne. Cette communauté chinoise s'est parfaitement accommodée des traditions guinéennes. Elle n'a qu'à préserver au bénéfice d'une coopération fructueuse qui se renforce tous les jours. L'occasion de cette fête anniversaire est mise à profit pour rappeler les nouvelles dimensions de cette coopération exemplaire. Message de satisfaction. D'abord, de souhaiter à toute la communauté chinoise bonne fête de lanterne et souhaiter que le rapport entre la Guinée et la République populaire de Chine se développe et souhaiter que l'hôtel Kaloum serve de porte d'entrée aux touristes chinois. Vous savez que les Chinois, chaque année, il y a 100 millions de touristes chinois qui se déplacent à travers le monde. Si la Guinée avait au moins 1% ou 1 millième, ils seront très heureux et j'espère que l'hôtel Kaloum en sera la porte d'entrée. La fête du couronnement du printemps est l'une des plus grandes fêtes de la République populaire de Chine. Comme les précédentes années, cette journée est marquée par des jeux, des représentations théâtrales et artistiques dignes de la riche tradition chinoise. À Mamou, inauguration du nouveau centre de formation des personnes handicapées réalisé par l'ONG Guinée Solidarité. Ce centre a pour mission de former des jeunes handicapés dans certaines filières comme la couture et la maintenance des machines à coudre pour ainsi faciliter leur insertion socio-professionnelle. RTG Mamou, Mamadou Patibaldi. À Mamou, le centre de formation des personnes handicapées vient de bénéficier de travaux de rénovation et d'extension. Situé au quartier Balia sur la nationale Mamou d'Alaba, ces travaux ont été réalisés par l'ONG Guinée Solidarité Centre Concouré dans le souci de pérenniser ses actions dans la région de Mamou. Depuis 1984, les familles de la cité ne sont plus nourries et ont repris la mendicité dans les rues de Conakry. Beaucoup sont venus de l'intérieur du pays, de Mamou notamment. D'où l'idée de Philippe Cornuan de sortir les handicapés de ce ghetto et de leur offrir la possibilité de suivre des cours, d'apprendre un métier pour accéder dignement à une indépendance financière. Nous souhaitons à présent renforcer notre action en ouvrant de nouveaux domaines de formation comme la cordonnerie, la maintenance de téléphone, la coiffure ou encore la confection de matériel dédié au handicap. Nous avons aussi comme perspective d'exploiter le reste du terrain pour pouvoir accueillir plus d'élèves, faire du handisport et héberger les coopérants ou les formateurs qui viennent de l'extérieur. Ce centre a été construit et équipé grâce à l'appui de certains partenaires comme l'UNICEF et la COPED. Il se compose d'un bloc administratif, d'une bibliothèque, d'un bloc sanitaire, d'un bloc de latrines, d'un bâtiment de 5 salles et d'un château d'eau. La route qui mène au centre, quant à elle, a été reprofilée grâce à l'aide des ressortissants de Mamou vivant aux États-Unis. Guinée Solidarité, avec le centre Concouré, propose des formations professionnelles à des personnes handicapées et leur donne les moyens de devenir autonomes et de retrouver ainsi une dignité. Cette action est connue et même reconnue et nous sommes donc très heureux d'avoir pu contribuer à ce que cette action se poursuive dans des conditions matérielles plus adéquates et améliorées. Les différentes formations en alphabétisation, en mécanique, en couture ou l'aide, en sont une parfaite illustration du combat que vous menez pour amoindrir les difficultés des jeunes
en situation de handicap. Depuis 2006, ce centre a libéré plusieurs jeunes formés en couture et en maintenance des machines à coudre. Ils ont également bénéficié des cours d'alphabétisation. Aujourd'hui, la plupart de ces diplômés se prennent en charge. Pour les années à venir, d'autres filières comme la cordonnerie et la coiffure sont prévues dans cette école des personnes handicapées. La société Kinet expose ses produits de vente à Conakry. Les consommateurs auront droit à des prix compétitifs. Créée depuis 1998, cette entreprise est présente dans plus d'une centaine de pays. Kinet est aussi très active dans le domaine du sport en Afrique et dans le monde. Moussa Komora, Abdelaziz Baldé. Accessible au public guinéen depuis 2013, les produits de Kinet attirent peu à peu les consommateurs. À travers cette foire de 2 jours initiée par les responsables de l'entreprise, plusieurs produits sont exposés aux clients à des prix compétitifs. Nous avons des produits de vacances, donc la distraction. Après le travail, c'est la distraction. Mais après la distraction également, nous avons encore le travail. Donc ces produits-là se déclinent dans les produits d'éducation qu'on appelle Sushi Learning. Nous avons des produits également qu'on appelle les produits de soins domestiques, des filtres à eau. Ce sont les meilleurs filtres dans le monde entier parce qu'ils sont fabriqués par 3 pays. L'Allemagne, la Corée du Sud et également ce qu'on appelle le Japon. Donc la technologie, l'ingénierie IE. Donc c'est le filtre qui servent à filtrer l'eau au moins 9 fois. Au-delà de cette exposition, Kinet est aussi une entreprise de vente en ligne à travers le monde. Ces produits sont exposés aux clients et aux distributeurs dans plus de 100 pays. Cette plateforme est une aubaine d'insertion socio-professionnelle des jeunes. Cette exposition est toute simple. Ça se décline en 2 phases. La première phase, c'est que c'est une opportunité d'affaires que nous voulons présenter au grand public guinéen et aussi présenter nos produits de l'entreprise. Pourquoi? Parce que c'est une opportunité véritable et qui permet également d'améliorer le style de vie, le coût de vie des Guinéens en général. Kinet les aide à avoir des produits de haut de gamme qu'ils fabriquent, que Kinet fabrique et qu'ils envoient pour être placés par ces jeunes. Et toute l'économie entre la production et la vente est gérée par Kinet et évidemment ça revient aux jeunes qui vendent, ce qui fait qu'ils ont un revenu important. Créé en 1998, Kinet s'exprime aussi sur le plan sportif à travers le monde. Sponsor officiel de Manchester City, le club anglais actuel leader de la Premier League, et sponsor également de la Ligue africaine des clubs champions et la Coupe de la Confédération africaine de football. Le COCAN 2023 multiplie les efforts pour la tenue effective de la Coupe d'Afrique en Guinée à la période indiquée. Une mission est actuellement à l'intérieur du pays pour prospecter les villes choisies pour cette compétition. Boké a été la première étape de cette tournée. Sur 50 hectares demandés, seulement 14 sont disponibles pour ce départ. Mangafou Touré. D'année en année, la Confédération africaine de football devient de plus en plus exigeante pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour créer des conditions optimales de réussite de la CAN 2023 en Guinée, l'équipe de techniciens du comité d'organisation de la compétition fait immersion à Boké. L'objectif est d'évaluer les besoins techniques, financiers, humains et organisationnels de cette compétition dans le pays. Des réseaux de transport à la sécurité de la ville, en passant par la couverture et la performance des structures sanitaires et les réceptifs hôteliers, aucun aspect de l'organisation n'est laissé pour compte. L'objectif, c'est de voir les infrastructures, les sites, les apprécier et faire des propositions pour leur amélioration, car Boké est bien sûr sur la liste, mais Boké n'est pas encore retenu. À partir de tout ceci, si Boké arrive à améliorer à partir des recommandations qui sont faites, Boké a beaucoup de chances d'être retenu. L'un des objectifs de la mission est d'identifier les sites et les infrastructures devant abriter la compétition pour la construction pour certaines et la rénovation pour d'autres. Sur les 50 hectares de sites demandés par le comité à Boké, seulement 14 hectares sont présentés à la mission pour ce départ. S'agissant du site pour le stade de compétition,
On nous avait parlé de 50 hectares, mais sur place, nous avons constaté que c'était 14 hectares. Maintenant, nous avons fait des recommandations. Et je crois que ces recommandations sont tombées dans de bonnes oreilles. En tout cas, nous le souhaitons. Et il s'agit d'étendre le domaine qui est retenu par les autorités et essayer de faire une ouverture parce que l'accès est un peu difficile. Cette ouverture comprendra non seulement un raccourci pour la ville, mais un élargissement de la route. En attendant la décision du comité, Bokeh dispose de plusieurs atouts pour être retenu comme l'un des sites de la CAN 2023 en Guinée. En plus de sa proximité de la capitale Conakry, l'accès à la ville par la route est l'un des plus aisés du pays. Bokeh est la zone économique spéciale de la Guinée. Le choix de cette cité minière parmi les sites pour abriter la compétition est un autre avantage pour le développement de la localité. La deuxième édition du Trophée Mousso s'est déroulée hier au Grand Plateau de la RTG Coloma. Cet événement qui couronne les femmes qui se sont distinguées dans le domaine du sport est organisé par l'agence Guinée Promo Sport. Le point avec Mokhtar Touré. Cette cérémonie organisée par l'agence Guinée Promo Sport a regroupé des autorités sportives, des sportives et des personnalités qui s'investissent pour le rayonnement du sport en Guinée. Objectif, récompenser et reconnaître le mérite de la femme dans le domaine de la pratique du sport et surtout l'exercice du métier de journalisme sportif en Guinée. Pour cette édition, le choix de l'agence porte sur le football, le basketball, le handball, le journalisme sportif, la lutte et l'administration. Avant de finir, nous saisissons cette opportunité pour inviter toutes les braves femmes de Guinée, tous secteurs confondus, les sponsors et toutes les personnes de bonne volonté de bien vouloir nous accompagner dans la réalisation de notre ambitieux programme de promotion du sport féminin dans notre pays. Très satisfaite de l'initiative de l'agence Guinée Promo Sport, les autorités administratives ont félicité et encouragé les organisatrices. C'est vrai qu'une cérémonie comme celle-là mérite de retenir l'attention de tout le monde pour une raison. Parce qu'il s'agit ici de la célébration du mérite féminin. Tout ce qui touche à la femme doit préoccuper tout un chacun de nous. Le sport est un des piliers de la RTG. Et retenez tout simplement que la direction générale de la RTG est auréolée par cette cérémonie. Au nom du ministre de la Communication, M. Rachid Ndiaye, le directeur général de la RTG Coloma, au nom de tous les travailleurs du ministère de la Communication, nous remercions les organisateurs. Dans la vie aujourd'hui, dans l'administration, il faut apprendre ce qu'on appelle le management. Au cours de cette deuxième édition, 6 prix ont été décernés. Le prix de la meilleure dirigeante sportive de l'année 2017 a été remporté par Adja Aminata Mara, présidente de la Fédération guinéenne de cyclisme. La lutteuse Koumba Djumasso a reçu le trophée Aminata Souari. Le prix de la meilleure basketteuse dotée du trophée Makadi Kamara est revenu à Koumba Kondé. Zenab Kamara de Sangaredi a gagné le prix de la meilleure handballeuse. Quant au prix de la meilleure footballeuse dotée du trophée Yo Mathias, il est allé à Adjadjanka Kamara des espoirs de Yimbaya. Le trophée Awa Touré du microsportif féminin a été remporté par Marie-Hélène Bangoura de 6 Médias. Plusieurs satisfaits ont été aussi décernés aux lauréates de 2016 et au président de la Fédération guinéenne de football, Antonio Soare, pour son appui à l'agence Guinée Promo Sport. Enfin, en plus bref, on vous l'annonçait hier, la Guinée a un nouvel entraîneur. Paul Put est arrivé à Conakry cet après-midi. À sa descente d'avion à l'aéroport international de Conakry, il a été accueilli par le premier vice-président de la FEGIFOOT, le technicien belge Jora, pour mission de qualifier le Sili national à la prochaine CAN prévue au pays des Lions indomptables. C'était tout pour ce soir. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir. À demain, même heure, même chaîne, avec toujours le même plaisir.
Notre unité, notre premier atout. Sous la haute autorité du chef de l'État, président de la République, son Excellence professeur Alpha Condé et de son gouvernement, la Direction générale des douanes, en collaboration avec le secrétariat de l'Organisation mondiale des douanes, OMD, et de la vice-présidence de la région de l'Afrique occidentale et centrale, organise sous le patronage du ministre du Budget, Dr Mohamed Lamine Doumbouya, la 23e conférence des directeurs généraux de la région et la 20e réunion du comité des experts du 23 au 27 avril 2018 à Conakry, en République de Guinée. 23 pays participants, dont 14 francophones, Bénin, Burkina Faso, Congo, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, République